Merci. On va pouvoir commencer. Donc, nouvelle table ronde dont le programme va s'afficher dans quelques instants. Je vous présente les 5 intervenants qui vont m'accompagner et qui vont s'exprimer sur ce thème du leadership. À ma droite, François Villemain, avec un itinéraire riche, plusieurs fois membre de différents cabinets ministériels. Il a longtemps été chef de cabinet de Francis Maire à Bercy. Il a ensuite été très actif dans le réseau économique et diplomatique de la France à l'étranger. Il a été particulièrement ancien directeur auprès du secrétariat général de la Commission de l'océan Indien. Il est également professeur de droit constitutionnel et en sciences politiques. À sa droite, Roland Pourtier, à votre gauche donc. Il est président de l'Académie des sciences d'outre-mer, professeur à Panthéon-Sorbonne, président de l'Association des géographes français depuis 20 ans, géographe dont les recherches ont porté principalement sur l'Afrique centrale, le bassin du Congo, la région des Grands Lacs et dans toutes les zones d'instabilité politique. À votre gauche encore, Patrick Sevestre, l'homme de l'entreprise, président de la commission institution européenne du Conseil français des investisseurs en Afrique, membre également de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il a dirigé dans les années 2000 la société Afrique Initiative, une société d'investissement dans les PME africaines. Vous êtes donc essentiellement consultant en management et évaluation de politique publique en Afrique et vous enseignez dans différentes maisons comme HEC et Sciences Po. À votre gauche encore, et à la droite de M. Sevestre, Mohamed El Béchir Mohamdi, qui est conseiller à l'ambassade de Mauritanie. On le remercie d'être parmi nous. Et enfin, l'ancien politique doublé de l'homme d'entreprise, l'ancien député Patrice Anato, diplômé en droit des affaires de Paris 1 et de Sciences Po, aujourd'hui directeur de société, mais qu'on a pu connaître comme député pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, député dans la 3e de Seine-Saint-Denis, et à ce titre, il a présidé le groupe d'études diplomatie économique avec l'Afrique à l'Assemblée nationale. Il a présidé également le Forum économique des diasporas africaines de 2019 à 2021. Il a plein de projets dont il vous parlera peut-être. Alors, quel leadership en Afrique pour l'Afrique? Cette question un brin disruptive est évidemment passionnante. Elle n'est pas forcément naturelle, spontanée. On sait bien que le continent africain a été longtemps associé au phénomène de sous-développement, de tiers-mondialisation. Mais l'Afrique, depuis plusieurs années, est percutée par toute une série d'enjeux. Après les décolonisations, la tentation de grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, Turquie, Haïti, c'est leur toile, à battre au pavillon, à porter la notion de leadership par rapport à certains États ou par rapport à des enjeux économiques comme les ressources naturelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et les enjeux climatiques ont remis sur le premier plan le continent africain. La notion de leadership parle aussi aux élites intellectuelles et économiques de ces pays. Dans une nouvelle distribution des rôles, des États entendent s'affirmer politiquement et économiquement. Des figures économiques apparaissent, s'imposent. À titre d'exemple, l'Institut Choiseul en France a sorti en octobre sa liste des lauréats de la 9e édition du Choiseul 100 Africa, autrement dit le classement des 100 jeunes leaders économiques de demain du continent. Et pour l'anecdote, et en sourire à notre intervenant chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie, dans le trio de tête, figurait en tête le patron d'un holding libyen, mais en 2e position une banquière mauritanienne, Laïla Bouamatou, qui dirige la Générale de Banque en Mauritanie. Sur la 3e place du podium, un chef d'entreprise sénégalais. Les pays qui arrivaient en tête en nombre de citations et de lauréats et de leaders, de futurs leaders, le Maroc, suivi du Sénégal, du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Ce qui induit aussi ce 3e point dont je voulais vous parler, c'est le point du leadership à l'intérieur du continent africain, entre pays du continent, comme aujourd'hui on parle en Europe de l'Allemagne, du modèle allemand, du tandem franco-allemand par rapport à d'autres économies. Le continent africain est très composite, et il faut savoir par rapport à quoi tel ou tel pays affirmerait son leadership. Le cas de l'Afrique du Sud est particulier, ceux des pays d'Afrique du Nord également. Le Nigeria n'a pas grand-chose à voir avec le Bénin ou le Libéria. Comment s'inscrit la souveraineté des pays du continent? Comment sont-elles ressenties? Quid de leur volonté de puissance? Les réponses seront probablement complexes et à nuancer et nécessitent de partir de quelques définitions de ce qu'on entend par le leadership.
à nos 5 intervenants d'ouvrir le débat avec un propos liminaire de quelques minutes. Ensuite viendront le temps des questions. J'aurais envie d'entendre d'abord pour quelques minutes, pour 5 ou 6 minutes, François Villemain, pour dresser un état des lieux du leadership en Afrique, ce qu'il entend par cela et les différents aspects du leadership. Merci Philippe. Ouais. Merci. Alors, écoute, le sujet du leadership, effectivement, on peut se gratter un petit peu la tête parce que qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quel est le sens même du terme? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on l'applique à l'Afrique? J'ai pas de réponse particulière, j'ai pas de réponse parce que je crois qu'en fait le terme de leadership est extrêmement polysémique, donc il a énormément de sens et on peut au moins, pour être très concret, dire 2 choses. La première, c'est que il faut pas confondre leadership avec succès. Ce sont deux choses différentes. Le leadership, c'est une capacité à entraîner, c'est une capacité à incarner, c'est une capacité à symboliser, et plutôt à symboliser d'ailleurs le succès, il est vrai. Le succès est une composante du leadership, mais il y a beaucoup de succès en Afrique, on en a parlé tout à l'heure, notamment du succès économique. Le leadership est une autre catégorie et c'est une autre source de la pensée, on peut dire ça. Alors, d'autre part, la deuxième chose, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un leadership en Afrique ou est-ce qu'on parle du leadership de l'Afrique? Ça aussi, ça amène évidemment à des regards complètement différents et on pourra en parler pendant des heures. Donc, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais simplement pour dire, quand on parle de leadership en Afrique, c'est vrai que on doit faire d'abord une petite analyse préliminaire de ce qu'on veut bien dire. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que quand on regarde un petit peu la façon dont on aborde le leadership et dont généralement, communément, on parle du leadership en Afrique ou leadership sur le continent africain, c'est qu'on est passé depuis dans une période qui allait grosso modo des années 60 aux années 2000 avec avec des figures politiques qui incarnaient le leadership, que ce soit Ben Bella, que ce soit Mobutu, Houphouët, Mandela, et beaucoup d'autres, des figures politiques marquantes qui incarnaient une africanité politique, le retour de l'Afrique sur la scène mondiale, des modèles alternatifs de développement. Bon, ça c'est fini. Aujourd'hui, rien n'est jamais fini, voilà, le monde est une éternelle roue, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, et on l'a eu tout à l'heure, on voyait bien avec le précédent panel. Il me semble qu'aujourd'hui, le leadership, il est vécu comme étant un leadership économique et commercial, financier. Voilà, vous regardez, aujourd'hui c'est plus Ben Bella qui fait recette, c'est plus même plus Mandela ou accessoirement, ce qui fait recette, c'est les fortunes africaines qui émergent de Forbes. On peut apprécier ou pas, mais c'est quand même la réalité, c'est que le leadership africain aujourd'hui, c'est un leadership qui va associer au succès économique. Et il va associer au succès économique, à mon avis. Pourquoi? Parce que peut-être une explication de fond, c'est que le sentiment de relatif échec dans la gouvernance politique des États ou d'insuffisance dans la gouvernance politique des États va associer par contre à celui du succès dans le monde des affaires. C'est-à-dire que la gouvernance économique se trouve parée, la gouvernance d'entreprise se trouve parée de vertus qu'on suppose ne plus trouver ou qui n'apparaissent plus en tout cas dans la gouvernance étatique et dans la gouvernance des nations. Donc il y a un transfert. Il y a un transfert qui s'est opéré en quelques années, mais qui s'est opéré aussi, pas qu'en Afrique, largement dans une bonne partie du monde. Et donc on voit cette translation de leadership politique à leadership économique. Ça c'était un peu à la mode, avec même si lorsque vous avez des leaderships politiques forts, comme par exemple aujourd'hui celui de Paul Kagame, c'est pas seulement parce que il transforme un pays qui était francophone en un pays anglophone, c'est parce qu'il réussit économiquement à la transformation de son pays.
sur un modèle gestionnaire adémocratique, certes, mais désidéologisé, et c'est un peu le Lee Kuan Yew, africain. Et donc c'est ça qui fait vibrer les gens, dire finalement voilà un modèle économique, en fait, c'est un modèle politique associé à un type de développement économique. C'est le seul, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y aurait Talon, je dirais, manifestement, qui pourrait. Mais enfin, je pense que celui qui émerge le plus dans cette catégorie-là, c'est Paul Kagame, incontestablement. Alors, après, le leadership de l'Afrique, si on repose sur deuxième question, sur le leadership de l'Afrique sur la scène internationale. Force est de reconnaître que là, on arrive à des résultats sans doute un peu plus modestes. Moi, je n'ai pas le sentiment, mais je suis très prudent, et chacun voit midi à sa porte et se l'analyse selon ses propres critères. Que je sens pas que l'Union africaine, par exemple, soit aujourd'hui une force motrice dans les débats internationaux. Elle existe, bien entendu, elle est écoutée, etc. Mais est-ce que c'est une force motrice dans les débats internationaux, multilatéraux? Je crois pas. Est-ce que on sent une pression africaine très forte pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité, que ce soit via l'UA, que ce soit via un pays africain? Moi, pas vraiment ce sentiment-là non plus. Il y a eu des débats, mais ça prend pas un tour très particulièrement comment dirais-je, incisif. Ah oui, il y a pas sur un sujet que ici les Français connaissent bien. Sur l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, moi, je rappelle quand même qu'en 2014, c'est la France qui a imposé avec le Canada sa candidate, et qu'en 2019, c'est passé la même chose, sauf que effectivement là, ça a été une candidate africaine, mais en réalité, le processus de sélection, c'est Paris qui l'a adoubé. Paris et le Canada. Bon, et le dernier point qui est beaucoup plus discret, mais à mon avis encore beaucoup plus important, c'est celui des négociations post-Cotonou. Sur les négociations post-Cotonou, est-ce que quelqu'un peut dire il y a eu un leadership de l'Afrique au sein du groupe des ACP? Très franchement, je pense que si quelqu'un est capable de dire ça, c'est il est très fort, ou il a des informations de première main qui sont pas celles de tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, je termine juste votre conclusion. Je pense que le problème du leadership, c'est que l'Afrique n'a pas complètement émergé aujourd'hui de son modèle de développement, qui est un modèle de développement basé sur un pourvoyeur de biens primaires pour le reste du monde. Et cette situation qui est en train de changer, certes, et puis qui n'est pas la même pour tout le monde, mais globalement, à l'échelle dans les relations Nord-Sud et dans le système des échanges Nord-Sud, cette situation-là, elle implique un regard des autres sur l'Afrique, et un regard de l'Afrique sur elle-même, qui ne peut pas échapper à cette notion-là. Merci. Maintenant, Roland Portier, vous êtes président de l'association de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous avez la parole. Vous souhaitez partir de l'exemple du bassin du Congo avec ses enjeux locaux et ses enjeux mondiaux. À vous de parler. Merci. Effectivement, je m'adresse à cette assistance et je me réjouis de voir beaucoup de jeunes en tant que géographe. Et qu'est-ce que ça veut dire, géographe? Ça veut dire d'abord quelqu'un qui a les pieds sur terre. Alors n'attendez pas de moi de grandes réflexions à l'échelle mondiale ou à l'échelle africaine, parce que, bon, ça a du sens naturellement, mais l'Afrique est tellement diverse que c'est parfois tout à fait utile d'avoir un regard davantage focalisé sur un espace particulier. Et quand je parle du bassin du Congo, ça n'est pas un petit espace, c'est à peu près de la même superficie que l'Union européenne, pour avoir une idée de l'échelle des phénomènes. Bassin du Congo. Quand on parle du Congo, on a tout de suite, au fond, deux images qui s'imposent. La première, actuelle, c'est celle du deuxième poumon de la planète. Alors poumon pour qui? Pour les Africains ou pour nous? Nous étant le Nord, c'est une question. En tout cas, il y a cette vision, poumon de la planète. Et l'autre image,
qui renvoie davantage au passé, mais qui est toujours prégnante, c'est celle d'un ensemble qui regorge, comme on aime le dire au Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa est un territoire qui regorge de ressources naturelles. Donc, un territoire potentiellement riche. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces espaces potentiellement riches sont, pour certains d'entre eux, parmi les plus pauvres du continent. Je pense à la RDC. Ça n'est pas la même chose du Gabon, qui est aussi riche et qui se trouve à un niveau de développement bien supérieur. Il y a donc des différences entre les États à l'intérieur même de ce bassin du Congo. J'en profite pour m'interroger sur une chose qui a été dite hier, qui a été reprise ce matin par Étienne Tyros, quand on dit que l'Afrique dispose des plus grandes réserves foncières au monde, c'est une vision purement arithmétique. Mais interrogeons-nous, c'est quoi ces terres arables? Eh bien, ce sont essentiellement les terres forestières. Alors, si on veut développer ces terres arables en supprimant la forêt, eh bien, on applique la politique de Bolsonaro en Amazonie. Ce n'est peut-être pas l'idéal pour l'avenir de l'Afrique. Donc, attention, il y a une contradiction fondamentale entre le foncier et le forestier. Et il faut réfléchir à ça. Donc voilà, si vous voulez, cette approche par rapport à une vision géographique de la question posée du leadership. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste de leadership, mais j'ai appris, malgré tout, au cours de mes études et de mes enseignements, qu'il y avait, pour comprendre l'espace, la question sous-jacente et fondamentale du pouvoir. Qui détient le pouvoir? Et là, naturellement, on retrouve la question du leadership. Qui détient le pouvoir? Et d'un point de vue toujours géographique, on peut se demander où sont les lieux où s'exercent ces pouvoirs. Où sont-ils? Alors, bon, c'est très simple. Si on prend l'exploitation des ressources minières, on peut faire une sorte de catalogue qui n'est pas sans intérêt parce qu'il montre la permanence d'un certain nombre d'orientations économiques de cette région. Je prends la RDC. Ça commence avec Léopold II. Excusez-moi si je reviens à la fin du XIXe siècle. Ça commence par Léopold II et avec la tragédie du caoutchouc rouge. Ça continue ensuite à l'époque du Congo belge avec une exploitation coloniale qui a été assez dure. Et ça se prolonge. Et ça se prolonge exactement de la même façon, c'est-à-dire exportation de produits tirés du sol et du sous-sol, sans transformation. Et ça continue avec Mobutu. Vous savez, vous connaissez sans doute cette formule de Bernard Kouchner, hein, un coffre-fort ambulant avec une toque de léopard sur la tête. Bon, et un enrichissement fabuleux. Bon, et ça continue après Mobutu. Ça continue avec le clan Kabila, qui s'est enrichi considérablement avec les mêmes pratiques, des acteurs différents, mais les mêmes pratiques, et ça continue. Et je ne veux pas préjuger de la suite, mais quand on voit qu'aujourd'hui, le principal acteur économique, c'est la Chine, et que la Chine pratique exactement comme le faisaient les puissances coloniales, on peut se poser des questions sur le changement ou la continuité. Il y a là des puissances et des acteurs qui sont différents, qui ont changé, et qui pratiquent toujours les mêmes méthodes d'exploitation des ressources du sous-sol au détriment du développement réel de la population. D'autres acteurs jouent un rôle aussi considérable aujourd'hui avec l'économie verte qui a été évoquée, ce fameux poumon de la planète. Comment est-il perçu et géré? Où sont les centres de décision ou de proposition? C'est pas compliqué. Si vous regardez le domaine de l'environnement au sens large, il y a une institution de l'ONU qui est en Afrique, hein, le PNUE, à Nairobi. À ma connaissance, c'est la seule, en tout cas la seule importante. Et toutes les autres institutions qui s'intéressent à l'Afrique, et en particulier au bassin du Congo, elles se localisent aux États-Unis et en Europe. WCS, alors là c'est intéressant, ça remonte à 1895, hein, est un acteur essentiel concernant les problèmes de conservation de la forêt. Mais vous avez aussi, bien entendu, l'UICN, WWF, où sont-ils? En Suisse, à Gland, près de Genève. Vous avez Transparency International, qui s'intéresse, lui, plutôt aux problèmes miniers. Où est-il localisé? À Berlin.
Bon, et je peux continuer. Haïti, toujours sur le problème minier, c'est à Oslo. Bon, à Paris, on a aussi un certain nombre d'institutions, dans le domaine de la justice notamment, avec Bourdon et d'autres, et comme vous le savez, le procès des biens mal acquis, qui a été quand même une ingérence d'une certaine façon dans les affaires africaines, et avec la condamnation de Théodora Obiang de Guinée équatoriale, ça pose problème. Quelle est la légitimité de ces instances qui toutes se trouvent en Europe ou aux États-Unis? Voilà un certain nombre de réflexions sur lesquelles on pourra revenir. Merci Monsieur Pourtier. Autour de Patrick Sévestre, en tant que praticien d'économie, quelle est votre perception à vous du nouveau leadership africain qui est en train de se mettre en place? Merci. Alors, leadership. Moi, je pense que l'Afrique, en ce moment, est en train de faire face à un très très profond bouleversement qu'on ne voit pas forcément. Vous savez, c'est comme l'arbre de la forêt, puisque vous parlez de forêt, qui fait plus de bruit en tombant que la forêt qui pousse. Et on est en train de passer d'une Afrique, disons, pour je schématise, bien sûr, dominée, à une Afrique souveraine. C'est ça la réalité. Et Afrique souveraine qui choisit ses partenaires et qui ne veut plus accepter les leçons, en particulier de l'Occident. Alors on l'a vu très clairement avec la crise de l'Ukraine, quand il s'est agi de voter les sanctions occidentales contre la Russie. L'Afrique n'a pas suivi, ou elle l'a pas voté, ou elle n'a pas participé au vote, etc. C'est pas propre à l'Afrique, puisqu'on sait aujourd'hui que la majorité des habitants de la planète vivent dans des pays qui n'ont pas non plus soutenu ces sanctions. Mais en Afrique, le ressentiment un petit peu occidental, anti-occidental, prend une connotation particulière, et on l'a vu hier, la France est souvent, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, en première ligne de ce ressentiment. C'est une réalité politique. Que ça nous fasse plaisir ou non, il faut l'accepter. Et c'est pas en le jugeant faux qu'on le fera disparaître. On le voit également avec, moi, ce que j'appellerais un petit peu le messianisme un peu excessif de l'Union européenne en matière de normes. Alors, autant on est tous sensibles aux préoccupations de l'Union européenne sur l'avenir de la planète, sur sa neutralité énergétique, etc., bien sûr. Mais quelquefois, ça se traduit par des mesures radicales qui sont considérées comme des énormes injustices par les Africains. Je pense notamment à l'interdiction d'entrer sur le marché européen du café, du cacao, de l'huile, etc., parce que provenant étant susceptibles de contribuer à la déforestation. Idem pour les énergies fossiles, on en a parlé ce matin abondamment. Là aussi, faire pression sur ces pays pour arrêter l'utilisation, ça n'a pas de sens, des énergies fossiles, d'autant plus que quand on regarde comme un pays comme le Sénégal, c'est son avenir, avec toutes les découvertes qu'il a fait. Donc voilà, donc il y a sur ce plan-là un leadership ou une souveraineté plutôt, qui est en train de s'organiser, mais ça n'est pas que là. Il est aujourd'hui, cette souveraineté, on l'a dit aussi beaucoup, c'est sur le plan économique. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix africaines qui s'élèvent pour changer le modèle économique en Afrique. Et là aussi, je schématise. Mais aujourd'hui, on est dans un modèle d'une Afrique qui consomme ce qu'elle ne produit pas et qui produit ce qu'elle ne consomme pas. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est se poser la question de savoir est-ce que la vocation naturelle de l'Afrique, c'est d'être importatrice de riz, de sucre, d'huile, de viande et de poisson. Ça n'a aucun sens. Rien que les importations alimentaires aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 milliards de dollars alimentaires. Et évidemment, si vous tenez compte de la pression démographique, ce chiffre va doubler. Donc où sera la souveraineté si on ne fait rien, si le modèle n'est pas changé? Autre élément de souveraineté, on a parlé un peu plus tôt ce matin de la zone de libre-échange. C'est une formidable construction institutionnelle. Rendez-vous compte qu'en quelques années, 53 pays, c'est-à-dire tous sauf, je crois que c'est la Somalie, ont signé l'accord et, disons, un peu plus les 3/4, ils ont ratifié l'accord. Formidable. Mais disons-le, ça ne servira à rien du tout, ça sera une coquille vide si les entreprises ne décident de ne pas l'utiliser.
hein, ou si elles ne sont pas intéressées. Qui fait le libre-échange? Ce sont les entreprises. Bon. Et là, on voit bien que dans la première phase de négociation de cet accord ZLECAf, qui se termine maintenant, puisque la deuxième phase, ça sera sur les services, dans la première phase, les entreprises n'ont absolument pas été associées aux négociations. Et là, il y a un problème de dialogue public-privé évident, qui est complètement grippé sur le sujet. Donc, il y a une vraie inquiétude. Hein. Et là, le leadership politique sur ce point-là, il n'a pas de sens, si les entreprises décident de ne pas l'utiliser. Donc voilà. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement une relève de génération, il y a un changement de mentalité qui s'opère. Rapidement, hein, je conclus, pour dire qu'effectivement, quand on regarde, moi je vois avec nos étudiants africains à Sciences Po notamment, eux, ils estiment que tous les malheurs de l'Afrique ne viennent pas tous de l'extérieur. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Bon. Ensuite, comment dirais-je, ils le disent clairement, que l'Afrique n'est pas néocolonisée. Elle s'est rendue néocolonisable. Voilà la différence. Donc il y a un grand changement de mentalité. Donc pour conclure, je dirais deux choses. Un, arrêtons, merci s'il vous plaît, arrêtons de dire aux Africains ce qui est bon pour eux, parce que ça suffit. Et deuxièmement, n'oublions jamais, jamais que si nous, Européens, on n'a pas le choix que d'avoir avec l'Afrique un partenariat proactif, plus efficace, plus profond, etc. Eux, les Africains, ils ont le choix. Prenez le micro. Non, monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie, comment fait sens pour vous la notion de leadership? Vous, de votre point de vue, Mauritanie et continent africain. Comment ça fait sens pour vous? Merci pour les organisateurs. Et avant de répondre directement à la question, je tiens à remercier les organisateurs pour le choix de ces deux titres, à savoir l'Afrique, l'Europe et la France. Je trouve que ces trois parties prenantes en fait font sens déjà pour moi, parce que ça évoque une combinaison que je trouve très stratégique, vu les enjeux géopolitiques, internationaux, etc. Parce que je suis toujours de ceux qui considèrent que l'Afrique et l'Europe sont des continents complémentaires, fortement complémentaires. Surtout si on se projette dans l'avenir. Parce que vous savez, en 2050, il y aura un déficit énorme en termes de vitalité, en termes de jeunesse en Europe. Déjà, ça commence à apparaître. Et alors qu'en Afrique, plus de 50% de la population, déjà en 2050, l'Afrique va dépasser l'Inde et l'Asie en termes de population démographique, et plus de la moitié de la population est autour de 20 ans, 25 ans. Ce qui est complètement différent par rapport au cas probablement en France où il y aura 1 sur 7 de jeunesse, alors que plus de 7% ou 10% de la population sera plus de 60 ans. Donc, si on se projette dans l'avenir, il y a une forte complémentarité entre l'Afrique et l'Europe, contrairement aussi aux d'autres enjeux, la Chine, la Russie, etc. Donc, l'Europe a intérêt de chercher je dirais, une stratégie gagnante avec l'Afrique, et l'Afrique aussi a intérêt de trouver une stratégie gagnante avec l'Europe, parce que l'Europe a les capitales, l'expérience, l'Afrique a la vitalité et l'énergie. Donc les deux sont complémentaires. Mais pour réussir ça, il faut qu'il y ait un partenariat win-win, il faut qu'il y ait également une compréhension mutuelle. Je suis tout à fait d'accord, je me retrouve dans ce que vous dites tout à l'heure sur la souveraineté. Il faut qu'il y ait souveraineté, il faut une nouvelle compréhension de qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté. Il faut aussi ne pas confondre, et là je vais répondre directement à la question qu'est-ce que le leadership. Il ne faut pas confondre, à mon humble avis, le leadership avec le succès. On dit ce qui est justement dit, ce n'est pas parce qu'une personne est star ou telle, etc., qu'on va le considérer comme faisant partie. Ça peut être la lumière du leadership ou la lumière du succès, mais ce n'est pas le leadership. Le leadership, vous le savez tous, ça renvoie à une fine capacité d'orchestrer les efforts de la gouvernance, les efforts de la gouvernance, du développement, de la sécurité, pour mener à bien toute la démarche de rendre meilleure la vie humaine, que ce soit à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une entreprise. Et c'est pour ça aussi, il ne faut pas qu'on se perde dans le registre. Est-ce que nous voulons parler du leadership au niveau microéconomique? Est-ce que nous voulons parler du leadership au niveau macroéconomique?
Est-ce que nous voulons parler du leadership au niveau des relations internationales entre l'Afrique et l'Europe? Si nous voulons parler du leadership au niveau international, il faut absolument revoir les paradigmes sur une logique du partenariat gagnant-gagnant et c'est une logique de forte compréhension mutuelle. Et ça, malheureusement, il n'y a pas assez d'efforts là-dessus. Et pour la question de... Toujours, je reviens sur l'idée de dans quelle zone aussi, parce que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, l'Afrique est multiple. Les espaces sont multiples. Si on prend par exemple là où mon pays existe, c'est la zone du Sahel. Nous, on peut considérer que la Mauritanie est un leader en matière de sécurité. Parce que c'est le seul pays du Sahel qui a réussi à gérer la question du terrorisme et des frontières. Et ça, c'est reconnu même par l'ONU, en quelque sorte. Donc, le leadership, ça se conjugue sur plusieurs registres. Ça dépend des poches, ça dépend de la zone, justement. Merci. Voilà. Mais en un seul mot, j'ai conclu en disant que ce dont on a besoin, en plus de ce que je viens de dire au niveau de la compréhension mutuelle et de la souveraineté, on a véritablement besoin d'un leadership de confiance et de conscience. Et j'appelle conscience de quoi? Conscience du progrès, la nécessité d'accompagner les progrès, et conscience aussi des attentes sociétales de nos pays, de nos propres populations. Parce qu'il n'y a pas un leadership à recette miracle que l'on peut appliquer à partir de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international, etc. Chaque pays a ses propres attentes, ses propres aspirations, et il faut une fine compréhension des aspirations locales, sociétales, pour que l'on puisse proposer un leadership efficace et viable. Voilà. Merci. Monsieur Anato, vous avez travaillé sur la coopération économique sur un axe Afrique, Méditerranée, Europe. Comment sur le terrain des financements, des ressources, des équipes, des outils, comment voyez-vous éclore vous le leadership africain? Alors effectivement, comme ça a été dit par mes prédécesseurs, je crois aujourd'hui qu'on doit parler de leadership en termes de région. Et quand je parle de région, je veux parler d'un axe, comme vous l'avez introduit, d'un axe Europe, Méditerranée, Afrique, ou dans l'autre sens, Afrique, Méditerranée, Europe. Quand on voit aujourd'hui les enjeux économiques, géopolitiques, on voit du côté de la Russie, de l'Inde, de la Chine, et quand on regarde du côté des Amériques, on voit aussi qu'il y a un leadership qui est construit, un peu piloté par les États-Unis d'Amérique. Et au centre, on voit l'Europe et l'Afrique qui sont liés historiquement par nombreux échanges et, on le disait tout à l'heure, ont un destin commun. On voit qu'il n'y a rien qui se passe en tant que tel en termes de coordination, en termes d'orchestration de ce leadership. Et je crois que les dernières crises que nous avons traversées, notamment la Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine, et aussi bien sûr les mouvements que nous remarquons en Afrique aujourd'hui, qui sont essentiellement dans les pays touchés par le terrorisme, et où on parle de détestation de la France, en fait, qui n'en est pas vraiment, mais on devrait se concentrer sur cet axe-là pour créer un leadership régional, Europe, Afrique, qui puisse permettre, dans un premier temps, de faire face à la guerre économique qu'on voit de part et d'autre, et permettre aussi un développement conséquent du continent africain. Demain, si l'Afrique échoue, c'est l'Europe qui échoue également. Et à l'inverse, c'est aussi pareil. Et donc concrètement, dans cette coopération Afrique, Méditerranée, Europe, ou Europe, Méditerranée, Afrique, ça dépend de l'axe où on se trouve, il faut vraiment accélérer ce que moi j'appelle la codirection au niveau des consortiums, la codirection au niveau des marchés en Afrique, que ce soit pour les matières premières, l'industrialisation, que ce soit pour l'agriculture. Il faudrait vraiment construire un consortium qui soit codirigé et par les Africains et par les Européens, de sorte à faciliter la transmission de la technologie.
Aujourd'hui, ce qu'on remarque, en tout cas depuis quelques années, ça commence à changer ou à vouloir changer, c'est qu'il y a eu toujours une relation de dominant à dominé, une relation qui n'a pas permis un réel transfert de la technologie. Et donc l'Afrique se trouve être toujours un continent assisté et on remarque que finalement, aujourd'hui, cela n'a pas permis à l'Afrique d'émerger en tant que telle, et les conséquences pour l'Europe, c'est aussi une perte en termes de vitalité économique. Et donc, ce consortium, cette codirection ou cette cotutelle Europe-Afrique est nécessaire pour construire l'avenir. Ensuite, je crois qu'il faut aussi construire des outils de financement, des outils de garantie, qui soient communs à ces taxes-là. Je ne sais pas, ça peut être une banque centrale Europe-Afrique, oui, voilà, pourquoi pas, et permettre à ce que, effectivement, le leadership de ces taxes soit vraiment accompagné par des outils efficaces et permettre le co-développement entre les deux continents. Mon collègue parlait... Oui. Vous parliez tout à l'heure de la vitalité de l'Afrique, de cette population, de cette démographie croissante que certains décrivent comme c'est un atout. Et certains le décrivent comme une crainte à avoir, c'est un atout. Et bien entendu, l'Afrique doit pouvoir être le pourvoyeur des compétences pour demain, des compétences pour aujourd'hui et pour demain, de sorte à ce que ces axes puissent grandir, évoluer ensemble. Et puis pour finir, je dirais que le leadership tel que on l'a expliqué de long en large, c'est aussi cette capacité vraiment à entraîner, cette capacité à s'organiser ensemble pour pouvoir aller encore plus loin. Et il faudrait vraiment que les diasporas européennes, les diasporas françaises se mobilisent et soient impliquées dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, le bon ambassadeur, je dirais, français au Togo ou au Bénin serait bien un Français qui ait ses origines au Bénin ou au Togo, pour la simple raison qu'il y a l'avantage de la double culture et donc la compréhension des deux mondes, ce qui permettra bien sûr de mener toute cette vague, toute la locomotive vers un bien-être commun.